Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce dernier conseil avant l'été et avant les vacances pour certains d'entre nous. On va essayer de résister à la chaleur extérieure qui revient avec un nouvel épisode caniculaire. Les écoles sont fermées, mais il reste le centre de loisirs qui s'adapte. Bon. L'espace jeune également, qui s'adapte à ces conditions climatiques, et nos seniors également. J'ai plusieurs pouvoirs. Donc, Monsieur Pétigny donne pouvoir à Éric Kivigère, Lilian Logera donne pouvoir à Olivier Charpentier, Sarah Karmarek me donne pouvoir, et Arnaud Dupuis donne pouvoir à Hubert Desblés. Est-ce que c'est bon pour les pouvoirs? Très bien. Je vous propose la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance. Christelle, merci beaucoup, Christelle Averland. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci. Et nous avons deux approbations de procès-verbaux. L'approbation de procès-verbal du 2 juin 2026. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Procès-verbal du 5 juin 2026. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Vous avez le compte-rendu des décisions prises par moi-même. Avez-vous des questions par rapport à ces décisions? Pas de questions. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la première délibération, la délibération 133, avec l'adoption du règlement budgétaire et financier de la ville. Bertrand, c'est à toi. Alors, donc, vous excuserez ma voix parce que j'ai des problèmes. Bon. Le 19 septembre 2023, le CM avait approuvé le règlement budgétaire et financier. Le 18 février 2025, le CM a adopté la révision pour y inclure les modalités d'exécution de la gestion pluriannuelle, avec les APCP, les autorisations de programme et les crédits de paiement, qui concernaient les Fayel et De Gaulle. Suite au renouvellement du CM et selon la M57, l'adoption du règlement budgétaire financier doit intervenir avant le vote de la première délibération budgétaire. Ce règlement budgétaire et financier comprend donc 5 parties. Les principes généraux portant sur le budget et l'exécution budgétaire, les modalités de gestion des dépenses et des recettes, les opérations spécifiques dont la clôture d'exercice, la gestion du patrimoine et la gestion de la dette et de la trésorerie. Donc, le présent règlement budgétaire financier évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires, ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion. Le règlement budgétaire et financier est présenté donc en annexe de la délibération et il est valable pour toute la durée de la mandature. Avez-vous des questions par rapport à ce règlement budgétaire et financier? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la décision modificative, budget principal 134. On attend la petite... Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fait l'admission en non-valeur le temps que... Oui. Hein, donc, on revient le temps que le projecteur démarre et que la présentation soit affichée. On va faire la 135, l'admission en non-valeur. Alors, donc, Madame la comptable publique nous demande de présenter un état des produits en non-valeur d'un montant de 4 177,01 € au conseil municipal. Il s'agit en l'espèce de créances communales datant de 2019 à 2025, pour lesquelles le comptable du service de gestion comptable n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offrent à lui, et ce pour différentes raisons. Poursuite sans effet ou personne devenue non identifiable, montant de la créance inférieur au seuil minimal de poursuite. Donc ces admissions en non-valeur concernent 24 pièces distinctes pour 14 débiteurs selon la répartition suivante. 18 pièces inférieures à 100 €, 5 pièces entre 100 et 1000 € et une pièce qui est supérieure à 1000 €. Donc il vous est
demandé, suite à la présentation du sujet en commission numéro 5 du 10 juin, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir prononcer l'admission en valeur de la totalité des créances présentées par le comptable public pour un montant de 4 177,01 €. Alors c'est toujours embêtant de faire des admissions en non-valeur parce que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les comptes de la collectivité forcément, mais on faisait le point avec le trésorier, je sais plus, la semaine dernière. On a plutôt quand même un taux de recouvrement qui est bon sur la commune, hein, mais voilà, ça fait toujours mal de devoir abandonner plus de 4 000 €. Mais globalement, par rapport à l'ensemble de nos recettes, c'est plutôt un taux qui est faible dans les admissions en non-valeur. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Est-ce qu'on a la présentation? C'est bon? Non, c'était pas celui-là. C'était ça, Claire. Ah bon? Bon. Non, à ce moment-là, c'était surtout ça. Ah oui, peut-être de la rénovation. Bon, 136, on va revenir tout de suite. On continue. Allocation vétérance aux anciens pompiers communaux. Je suis, moi. Alors, donc, comme chaque année, pour les pompiers ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 et bénéficiant d'une allocation versée par la commune depuis 2002, il est possible de poursuivre ce versement sur décision du conseil municipal. Cette allocation de vétérance est indexée sur le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse, soit 0,90% au 1er janvier 2026. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite du versement de cette allocation pour 2 pompiers au titre de l'année 2026 pour un montant global de 802,96 €. Avez-vous des questions par rapport à cette délibération? Délibération assez classique que nous prenons tous les ans. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Et donc nous revenons à la délibération 134, la décision modificative. Bertrand. Voilà. Donc la décision modificative numéro 1 de l'exercice 2026 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements juridiques et comptables. Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts de crédits entre chapitres et opérations, sans changer l'équilibre global du budget principal. Donc, on a un petit tableau récapitulatif des... Attends, c'est ici celui d'avant. Juste la slide d'avant. Voilà ça. Voilà. Je n'en ai pas. Oui, non, mais si tu peux revenir sur celle de juste d'avant, pour que je puisse. Voilà. Donc, les principales décisions, c'est le renforcement de l'entretien du patrimoine communal et des équipements publics, le soutien complémentaire aux associations locales, l'obtention d'un complément de subvention départementale pour le boulevard de la Liberté, une forte baisse des dotations et compensations notifiées par l'État, moins 160 610 €, qui constitue l'élément financier le plus significatif de cette décision modificative, et un budget maintenu à l'équilibre sans impact sur les services rendus à la population. Et donc, au niveau global, voilà, sur la section de fonctionnement, on était à 11 397 000, moins 127 490, ce qui nous fait 11 269 510 €. Pour la section d'investissement, on était à 7 833 400 €, plus 30 500 €, ce qui nous fait 7 863 900 €. Et au global, un budget de 19 133 410 €. Y a-t-il des questions, des remarques par rapport à cette décision modificative? Donc, à nouveau, un budget impacté par une baisse des dotations, hein, assez significative. C'est la principale modification que nous ajustons, hein, moins 160 000 €. Ce n'est pas neutre dans un budget, sachant qu'il y avait déjà eu une baisse des dotations, ce qui fait globalement qu'on arrive à un moins 400 000 € de recettes de fonctionnement. Bon, sur un mandat, on fait vite le calcul, fois 6 ans, 2,4 millions, c'est un projet. Il faut se dire les choses franchement. Donc soit on est en mesure de faire des économies de fonctionnement,
soit on est en mesure d'optimiser nos recettes, soit il faudra faire des choix dans la PPI. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Donc la 135 et la 136 ont été vues. Et nous passons à la décision 137. Aude. Merci beaucoup. Pour la 137, il s'agit de l'achat d'une tondeuse autoportée. Celle que nous avons actuellement est véritablement vétuste et donc elle a fait l'objet, le poste a fait l'objet d'un appel d'offres. Ont répondu à cet appel d'offres plusieurs entreprises, dont l'entreprise ACO, qui s'avère être l'offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant total de 103 000 € hors taxe, ce qui représente 123 600 € TTC. Et cette délibération ce soir est assujettie, ou plutôt est assujettie d'une validation de la part du conseil municipal sur la reprise de l'ancienne. Et cette reprise est estimée à 3 600 € TTC. Je trouve toujours ça très cher, ce type de tondeuse, mais bon, il paraît que c'est le prix du marché. Si. Alors, il est évident que ce n'est pas une paille, 123 600 €. Mais pour autant, on ne peut pas comparer cette acquisition à une vulgaire tondeuse de jardin, dans la mesure où cette tondeuse sert quasiment tous les jours, monsieur le maire. De l'année, monsieur le maire. Non, mais j'ai bien conscience de l'utilité, je les vois, mais c'est vrai que ça coûte un bras, il faut se le dire. C'est du matériel, d'où l'importance d'en prendre soin. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 138, travaux d'aménagement d'un parking, modification du marché. Aude. Alors, nous en avions déjà parlé, je crois, au moins en commission, et si ce n'est en commission de surcroît, ici au conseil municipal. Vous savez que la halle Fayel est aujourd'hui splendide et neuve et magnifique, et de surcroît est dotée d'un parking de 49 places. Lorsque ce parking de 49 places a été réalisé, on s'est rendu compte que le chemin d'accès était vraiment, vraiment vétuste, et en tout cas extrêmement dégradé. Et donc, on a saisi cette opportunité pour le refaire vraiment en même temps. Et, vraiment, c'est un gain. Ce qui permet aujourd'hui cette délibération est de demander au conseil municipal l'autorisation de valider une augmentation de 13 514,75 € hors taxe pour la réfection de ce chemin d'accès. La voirie, oui, qui est juste devant le parking. Avez-vous des questions? Oui, Éric Kivigère. Oui, Madame Delavergne, j'aurais juste voulu savoir avoir des précisions concernant le matériau. Alors, c'est une délibération sur laquelle nous allons nous abstenir parce que je vois que la délibération date du 3 février 2026, en tout cas à l'origine. Donc, on n'était pas encore élu, donc on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais on voulait juste avoir des précisions sur les matériaux utilisés par rapport à cette prestation supplémentaire. Et puis, si on pouvait avoir un peu plus de précision sur ce qui a nécessité donc, ces travaux. Merci beaucoup. Alors, de toute façon, nous n'avons pas inventé l'eau chaude. À partir du moment où c'est un accès voirie, forcément, on reprend tout à fait les matériaux nécessaires à une voirie qui va supporter divers véhicules. Maintenant, pour des précisions particulières, on les apportera en compte-rendu, si vous voulez, de séance, parce que je n'ai pas appris par cœur tout cela. Mais c'est plus simple de le mettre dans le compte-rendu, si ça vous va. Non, pour bien faire la distinction, là, on parle de la voirie rue du Prieuré qui a été refaite au niveau du parking devant. C'est-à-dire qu'il y a le parking qui a été fait en pavé joint engazonné. Là. Donc ça, c'est le marché initial. Et là, les 13 000 €, c'est la voirie qui a été refaite devant parce que pendant les travaux, en fait, la voirie a été complètement détruite. Et donc cette voirie, elle a été faite en enrobé classique d'une voirie qui doit supporter l'écart scolaire et un trafic relativement dense au niveau du Prieuré. Donc c'est une voirie classique
voilà, avec son épaisseur classique. Enfin bref, une voirie, tout simplement. On ne peut pas faire autre chose sur une voirie que de l'enrober. Bon, on accepte quand même la proposition de Madame de Lavergne de nous envoyer le compte-rendu. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions avec les pouvoirs. Merci beaucoup. Délibération 139, pénalité de retard. Donc, pénalité appliquée dans le cadre du marché de travaux d'extension et de rénovation de l'école Charles de Gaulle. Donc, on avait des pénalités qui se montaient à 24 865,73 €. Considérant que le délai global d'exécution pour la tranche ferme extension était de 17 mois à compter du 15 novembre 2023, que les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2025, considérant les motifs des contestations des attributaires susmentionnés, donc à savoir Chanson, Limol, Rossi et ICE, considérant qu'après l'exposé de l'exécution des travaux et du contexte propre à chaque lot, notamment des difficultés rencontrées sur le chantier justifiant la modulation des pénalités pour certains lots, donc, suite à la présentation du sujet en commission marché public, finances, ressources humaines du 10 juin 2026, et donc il est proposé au conseil municipal de réduire en fait ces pénalités à un montant de 16 523,40 €. Est-il des questions, des remarques? Oui, Mélanie. S'il y a plus de détails, on va aller dans le détail. Oui, ok. Du coup, je parle au nom de M. Pettini, avec qui on a travaillé sur cette proposition, pour évoquer que les pénalités d'origine qui, après coup, sont réduites, excluent d'autres entreprises de postuler pour obtenir le marché public. Voilà, c'est quelque chose qui avait été dit en commission et qui s'est été répété au conseil municipal. Comme c'est après coup, ça ne les exclut pas parce qu'elles avaient été sélectionnées au départ par rapport à l'appel d'offres. Et puis là, il y a eu des retards de travaux. Il y a souvent aussi des compléments. Ils ont justifié leur retard. Donc pour certains, on a appliqué la demande et pour d'autres, on a maintenu. Dans le tableau, si on reprend le détail, par exemple, Chanson, il était à 1590, donc il n'a plus de pénalité. Limol était à 13 504,65 €. Il est à 6 752,32 €. Pour la Rossi, pour carrelage et faïence, il était à 3 405,45 €. Donc lui, ça n'a pas bougé, c'est pareil. Pour le revêtement de sol souple, Rossi, c'était pareil, ça n'a pas bougé. Électricité ICE, on a maintenu à 3 810. Je ne crois pas en effet qu'il y ait la volonté préalable à la réalisation des travaux de favoriser telle ou telle entreprise. C'est la vie d'un chantier. Il y a des aléas dans un chantier. Je sais que M. Pettini aime bien tout planifier et voudrait que l'économie en général soit planifiée. Mais dans un chantier, il y a des aléas et on s'adapte aux aléas. On discute des pénalités de retard. Voilà, ça intervient après le chantier. Ça arrive tout le temps. Dans toutes les collectivités. Parfois, on n'en a pas, tant mieux. Mais voilà, il y a des aléas dans un chantier. Et la planification absolue d'un chantier qui se passe au millimètre près, à la seconde près, j'en ai pas encore vu en 12 ans, mais ça viendra peut-être. Là, on est en période de canicule. Sur le chantier de Gaulle, sur janvier-février, on a pris de l'eau tous les jours. Là, c'était le contraire. C'était la piscine sur les toits. Alors, en même temps où on faisait l'étanchéité, c'est sûr que c'était pas l'idéal. Donc, très bien. D'autres remarques, d'autres questions? Hubert, je vois un doigt se lever. Oui, moi je voulais juste faire quand même une remarque. Que l'entreprise Chanson doit certainement avoir un bon conseil juridique, parce que donc il a quand même démontré qu'il y avait une incohérence dans le calendrier d'exécution concernant l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier. Donc il précise qu'il n'a pas de pénalité à appliquer. Je suppose que ça peut entraîner sur les autres corps d'État. S'il y a une incohérence sur le planning de la première entreprise, les autres en subissent les conséquences. Donc c'était la seule remarque que je voulais faire, quoi. Très bien, merci. Mais en effet, il y a eu débat. On ne va pas refaire tout le débat de la commission. D'ailleurs, j'y étais pas, donc je ne suis pas le mieux placé pour argumenter.
Je vous propose de mettre aux voix. Donc, qui s'abstient? Une abstention, 2, 3, 4, avec le pouvoir, 5 abstentions. Qui vote contre? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 140. Accueil périscolaire. Ah ben c'est moi. Demande de subvention pour les travaux de rénovation. Bon, voilà, assez classique. On est encore à Charles de Gaulle. C'est la dernière partie. On est sur l'ancienne gare, enfin sur la garderie maternelle. Voilà, à ce niveau-là, notamment problématique d'étanchéité de la toiture. Donc la dernière tranche de ce chantier important qui comptait 3 tranches après l'extension, la rénovation du bâtiment principal. Et donc là, une dernière partie de travaux avec 383 952 € en montant de travaux et avec des subventions DETR pour 76 266 € demandés et fonds verts pour 95 988 €, ce qui nous fait globalement un autofinancement de 211 698 €. Y a-t-il des questions? Oui, Mélanie. Oui, donc pour vous dire qu'on votera bien évidemment en faveur de ce budget qui est dédié à l'extension et à la rénovation de l'école de Charles de Gaulle, parce qu'investir dans nos écoles, c'est investir dans l'avenir de notre commune et notre groupe soutient pleinement cette direction. Cependant, voter les budgets d'infrastructure ne doit pas nous dispenser d'une réflexion pragmatique sur l'usage quotidien de nos établissements, particulièrement face aux défis climatiques qui ne sont plus des perspectives lointaines, mais des réalités concrètes qui sont subies sur notre territoire. Et nous souhaitons d'ailleurs saluer le travail mené par Aurore Stéphan et les équipes communales ces dernières semaines. Cependant, à l'école Charles de Gaulle, le bâtiment neuf a accueilli des classes de maternelle au rez-de-chaussée avec des températures de 32 degrés enregistrées en classe. Et les classes de primaire de l'étage avaient encore plus chaud. Donc enseigner et apprendre dans de telles conditions n'est pas digne, ni pour les enfants, ni pour le personnel enseignant. Un bâtiment neuf ne devrait pas se transposer en serre thermique dès le premier pic de chaleur. Nous demandons donc la mise en place d'un plan d'urgence canicule pour sécuriser la rentrée prochaine. À court terme, des solutions simples, peu coûteuses et éprouvées dans d'autres écoles existent, comme l'application de blanc de meudon ou le déploiement de couvertures de survie sur les surfaces vitrées exposées, ainsi que l'équipement systématique de ventilateurs. En parallèle, nous devrions profiter des semaines d'été pour engager un verdissement d'urgence des cours d'école afin de casser les îlots de chaleur. Cette vulnérabilité climatique de nos infrastructures nous emmène plus largement à nous interroger sur la situation et le devenir de l'école du Plessis. Cet établissement subit de plein fouet une double peine climatique, des inondations chroniques en hiver et des chaleurs étouffantes en été. Face à ce constat, quelles solutions concrètes comptez-vous déployer rapidement pour sécuriser ce site et offrir aux élèves des conditions d'accueil décentes et sécurisées? L'accueil à la maison de l'enfance n'est pas une solution durable. Plus globalement, quelle est la vision de la municipalité pour l'avenir de l'école du Plessis? Orientons-nous vers une rénovation à grande échelle et adaptative ou vers une déconstruction pour rebâtir un autre projet? Les familles et les équipes éducatives ont besoin d'une visibilité et de réponses. Ces situations hétérogènes interrogent sur notre méthode globale. Nous ne pouvons plus concevoir, entretenir ou rénover des bâtiments publics sans intégrer une stratégie globale d'adaptation climatique. Nous vous demandons donc d'anticiper dès aujourd'hui les infrastructures de demain. Et enfin, pour revenir à l'école de Charles de Gaulle, une extension réussie doit aussi repenser l'accès à l'établissement. Les abords manquent cruellement de places de stationnement sécurisées pour les vélos. Si nous voulons encourager les mobilités douces et sécuriser les parcours scolaires, l'aménager de véritables pistes cyclables doit être intégré d'office dans ce projet. Nous serons donc particulièrement vigilants à ce que ce point d'attention, qui relève du bon sens, de la sécurité et du bien-être de nos enfants et des équipes pédagogiques et périscolaires, soit pris en compte. Merci. Alors, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Sur le bâtiment neuf, passer une certaine température avec des nuits qui ne sont pas fraîches, c'est-à-dire qui ne descendent pas en dessous 25 degrés parfois, il n'y a pas un bâtiment aujourd'hui qui a résisté. Il y a des maisons extrêmement bien conçues qui ont connu les mêmes problématiques de chaleur. Donc je pense qu'on passera par de la climatisation dans certaines salles. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut déroger. Donc on a commencé à regarder. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien de disponible puisque l'État a réquisitionné globalement la grande partie des climatiseurs disponibles pour les hôpitaux et les EHPAD et autres, donc tant mieux, et c'est la priorité vu que là les écoles sont fermées, mais dès que ce sera possible, en effet, nous irons vers la climatisation de quelques pièces, pas de toute l'école, mais de quelques pièces qui permettront de maintenir, je dirais, une certaine qualité, même si ce sera forcément en mode dégradé, mais au moins sur ces dernières semaines de pouvoir avoir quelques pièces
notamment les salles de sieste, pourquoi pas les salles de garderie, enfin voilà, on en débattra. La restauration, la salle de restauration aussi. Voilà, il y aura un débat en commission sur quelle pièce prioriser, mais en tout cas pour Charles de Gaulle, voilà ce qui sera amené à être fait le plus rapidement possible, quand ce sera disponible. Les équipes regardent tout ça. Concernant les aménagements cyclables, je vais rester sur l'école Charles de Gaulle et après je parlerai du Plessis. On a tout d'abord un projet d'aménagement de rue des Vignes, rue des Cottages, rue Prieuré, qui est dans les cartons, donc qui va arriver, qui va être programmé. Il y a un bureau d'études qui est retenu, qui travaille dessus. Il faut juste que notre DST trouve le temps de travailler le sujet et de lui amener les éléments. On y inclura aussi à terme le parking Charles de Gaulle, donc le réaménagement des circulations. Donc oui, il y a un projet global d'aménagement des circulations et plus largement de la route de ce secteur-là. Et on verra comment y intégrer aussi du stationnement supplémentaire cyclable sur ce parking Charles de Gaulle. En effet, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc c'est dans les cartons, c'est dans le projet politique, ça va arriver. En ce qui concerne l'école du Plessis, pour l'instant, si je vous donnais une réponse maintenant, vous me diriez, Monsieur Régnier, vous ne faites pas de concertation. Donc je ne vais pas vous donner ma vision. Elle n'est pas arrêtée. Est-ce qu'il faut une rénovation? Est-ce qu'il faut reconstruire? Je ne sais pas. Quel effectif demain? Donc reconstruire pour quel effectif? Aujourd'hui, on a 600 élèves, j'arrondis dans les écoles publiques, un peu moins. On me donne des projections à 450. Donc le choix aussi du Plessis, il est très lié au choix de faire ou de ne pas faire le quartier des Noé, donc le futur quartier de la ZAC multisite qui est derrière le collège Pomme. Forcément, ça a une influence sur ce qu'on va décider. Donc voilà, il y a plusieurs décisions qui doivent être prises avant de décider de l'avenir de l'école du Plessis. Néanmoins, avant de faire ce choix qui est par un petit choix en matière d'investissement, il y aura des solutions d'adaptation. On va déployer là le plus rapidement possible des films anti-UV et des stores qui vont être déployés, et on travaillera aussi sur la climatisation de quelques pièces pour pouvoir faire face peut-être à une rentrée de septembre qui sera aussi très chaude. Donc voilà, l'idée étant d'essayer de faire quelques adaptations assez rapides et d'engager la réflexion avec un assistant à maîtrise d'ouvrage. Voilà, on ne fait pas ça comme ça. Ce type de décision-là, elle se prend avec des études, avec de la concertation. Le site du Plessis est un site qui a beaucoup d'avantages, avec sa petite forêt, avec ses grands espaces verts, avec une cour immense, une situation géographique intéressante. Donc voilà, il y a des débats à avoir, ils auront lieu en commission, mais il n'y a pas en tout cas de choix d'arrêter dans le projet politique. Et si vous relisez notre projet politique, le choix n'est pas arrêté. Il est clairement écrit qu'il faudra travailler le sujet avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les élus, peut-être demain avec le comité citoyen. Donc c'est tout ça qu'on va construire. Mais avant cela, en effet, il y aura des petits travaux d'adaptation pour faire face aux épisodes caniculaires, puisque c'est pas l'école du Plessis ne va pas être refaite dans les 2 ans qui viennent, donc on n'est pas à l'abri à ce que ce phénomène se répète à très court terme. Voilà, j'ai essayé de répondre à vos questions. Oui. Je vais bien reposer du coup ma question. Je vous remercie déjà pour vos éléments de réponse. Il y avait une question qui était sur le reverdissement de la cour de Charles de Gaulle. On voit que ce qui a été fait dans la cour de l'école Saint-Melaine, qui a été extrêmement rapide et qui n'a pas été coûteux, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être envisagé à court terme pour qu'à la rentrée prochaine ou à l'hiver prochain, on puisse avoir des îlots de fraîcheur pour les élèves? Oui, je crois qu'il y a déjà eu des réunions de travail avec les services techniques. Donc voilà, à Saint-Melaine, ça n'a pas été cher parce que les parents se sont mobilisés aussi pour faire les travaux. Peut-être une idée à proposer aux parents de l'école Charles de Gaulle. À l'APE, je sais qu'il y a plein de personnes motivées et disponibles, donc n'hésitez pas. Non, je sais que les services espaces verts ont déjà commencé à préparer le sujet, donc c'est dans les cartons. Je rappelle juste, mais vous le savez, parce que je l'ai déjà dit, on a une petite difficulté en ce moment, c'est que nous n'avons toujours pas de responsable bâtiment. Voilà, c'est une perle rare qui est difficile à trouver, un responsable bâtiment. Donc voilà, ça pénalise en effet l'avancée de certains projets. Mais voilà, sans responsable bâtiment, c'est vrai qu'on avance un peu moins vite et il y a plein d'autres chantiers en cours en ce moment. Donc
je remercie Frédéric Orvet de faire le 2 postes en un en ce moment, ce qui n'est pas évident. Notamment dans un début de mandat où les élus ont envie que les choses avancent vite. Donc voilà, ça explique aussi un petit retard là, mais on espère trouver la perle rare rapidement. Y a-t-il... Oui, Eric. Pour compléter ce que dit Monsieur le maire, donc concernant l'école Charles de Gaulle, en fait, on est sur une approche en 3 temps. Donc, on essaye de faire des actions court terme. Donc, il y a des films type barrière thermique qui ont été achetés ou qui vont être posés cette semaine et la semaine prochaine. On essaie. Il y a aussi des commandes de volets ou de réparation de volets extérieurs. Donc, en particulier à Charles de Gaulle, il y a des volets neufs qui ne fonctionnaient pas. Donc, quand on sait qu'une fenêtre, 1 mètre carré de fenêtre, c'est 500 watts de puissance, bon, imaginez sur toute une longueur ce que ça peut faire. Et puis, à moyen terme, on regarde différentes solutions de climatisation. Il y a les climatiseurs classiques, mais il y a d'autres solutions, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, donc qui sont, pour lesquels on attend des devis. Donc tout ça, il y a des choses qui peuvent se faire en quelques semaines, quelques mois, et d'autres plutôt 1 an en fonction des budgets et des études qui seront menées. Et avec la problématique, alors Charles de Gaulle, effectivement, on doit pouvoir bien améliorer les choses. Sur l'école du Plessis, c'est plus difficile de par sa construction, les matériaux, l'isolation. En particulier dans la salle restauration, il y a une belle serre, c'est magnifique l'hiver, mais c'est impossible de rester pas longtemps comme ça. Donc il y a des réflexions à avoir pour limiter au maximum, pas forcément des solutions très coûteuses, mais qui nécessitent quand même un peu d'études. Et ça me fait penser que les arbres sont une chance quand ils poussent dans la cour d'école, mais à l'automne, ça vient boucher les chéneaux et je me fais engueuler parce que les chéneaux sont bouchés. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de solution parfaite, mais bon, voilà. Les arbres ont aussi nous apportent quelques problématiques parfois sur les chéneaux qui se bouchent et donc nécessitent de monter sur la toiture régulièrement pour nettoyer tout ça. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup à l'unanimité. Délibération 141, parking du collège Pomme et Prieuré. Effectivement, nous quittons les primaires pour aller rencontrer nos collégiens. Excusez-moi. Pardon, pour aller rencontrer nos collégiens et notamment ceux qui ont besoin de transport scolaire. Donc là-dessus, vous savez peut-être, mais je le rappelle parce qu'on est en début de mandat, il y a plusieurs acteurs pour cela sur Châteaubourg. Il y a d'abord Vitré Communauté avec le dispositif MOVA qui met en place un système de bus avec 4 lignes. Et également la région Bretagne qui met en place un système d'autocar avec le système Bresgo. Et Châteaubourg, dans cette convention, met à disposition 2 parkings pour les quais voyageurs, tant côté Pomme, pour justement garantir la sécurité des collégiens qui iront prendre leur transport scolaire, et de surcroît au prieuré, le parking aujourd'hui sécurisé va être requalifié par du marquage au sol, pour justement sécuriser à nouveau les déplacements de nos collégiens. J'espère que j'ai été claire. Convention avec Vitré Communauté, la région et la SVM et la ville de Châteaubourg, donc 4 signataires dans cette convention. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, en commission, ça avait été fait part pour les gilets jaunes, si c'était à la charge de MOVA, de Vitré Communauté ou des élèves. Je n'avais pas eu de réponse. C'est pas encore acté. C'est pas acté au niveau de Vitré Communauté. Voilà, il y a même le port obligatoire fait encore débat sur le gilet jaune. Oui, tout à fait, c'est dans la convention. Mais voilà, donc c'est dans la convention, mais ça fait encore débat. Et puis le financement, on verra. De toute façon, bon, c'est pas un gilet jaune, c'est pas ce qui coûte très cher en soi. Vous pouvez en trouver à 2 € un peu partout. Bon, voilà, est-ce que c'est la collectivité qui doit payer? Les élus de la commission mobilité de Vitré Communauté se prononceront. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre?
Oui, monsieur Kivigère. Oui, j'avais juste une petite question, mais c'est juste une petite remarque. Dans le règlement, notamment concernant donc, les transporteurs, de faire respecter les termes du règlement aux usagers et en particulier, donc on vient d'évoquer le port ou pas d'ailleurs d'un gilet de sécurité, et respecter les horaires. Je vois pas, je m'interrogeais sur le fait que on doit faire respecter les horaires aux usagers. Je m'interrogeais voilà, là-dessus. Bon, ils ont leur bus ou ils n'ont pas leur bus, mais bon, le fait que le transporteur, je ne sais pas si c'est vraiment sa mission de faire respecter les horaires aux usagers, qui lui-même respecte les horaires, c'est une évidence, mais à l'attention des usagers, je m'interrogeais. Voilà, c'est juste une petite remarque. Oui, on avait parfois, notamment sur le transport scolaire, un peu de souplesse et parfois on avait tendance à attendre certains élèves. Bon, là, l'idée, c'est de dire à un moment donné, il faut faire respecter les horaires qui sont prévus parce que parfois certains collégiens traînent entre le collège et l'arrêt de bus. Voilà, et jusqu'ici, on était un peu souple. Bon, l'idée, c'est d'être un peu plus ferme. Voilà le sens de tout ça. Je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 142, piste cyclable Les Touches avec le linéaire Bocagé. Alors, cette délibération est éminemment importante, s'il en est. C'est la plus importante ce soir, je crois. Il s'agit du déploiement du programme Brest-Bocage. Brest-Bocage est un dispositif porté par la région Bretagne et déployé par le PTB Haut-et-Vilaine. L'objectif de ce dispositif Brest-Bocage, c'est véritablement de renforcer un maillage bocager, car ce maillage bocager va avoir des effets bénéfiques indéniables sur l'environnement, sur l'agriculture. Évidemment, dans un premier temps, sur la qualité de l'eau. Les effets du bocage sur la qualité de l'eau sont quasi immédiats. Quand je dis quasi, ça veut dire à 3 ans. Donc c'est quasi immédiat sur un temps de pousse. Par ailleurs, ça protège les sols, par ailleurs, ça protège les animaux, par ailleurs, ça favorise la culture, etc. etc. L'idée, ici à Châteaubourg, c'est justement de profiter de ce dispositif pour protéger, pour améliorer la piste cyclable des Touches, et donc ainsi prolonger notre continuité écologique depuis la forêt de Corbière jusqu'au centre-ville et nos parcs. Oui, vous avez un super visuel, donc vous voyez très bien ce que je veux dire. Pour la modique somme de 350 €, puisque le reste est pris en charge tant par Haut-et-Vilaine que par évidemment le dispositif Brest-Bocage. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Kivigère. Merci. Nous voterons favorable puisque effectivement c'est la mise en place d'une haie bocagère et comme vous l'avez dit de manière opportune, effectivement ça va dans le sens de l'environnement, c'est une évidence. Simplement, est-ce que ça vient compenser ce chemin qui a été réalisé en bitume? C'est ça la vraie question et qui lui par contre interroge clairement. Donc voilà, c'est aussi une question. Et puis une dernière, peut-être une petite information aussi, ou pas une information, mais un éclaircissement. Est-ce qu'il est prévu des panneaux pour indiquer les pentes aiguës, notamment quand on arrive à proximité des vallons? Il y a quand même une pente qui est quand même assez ardue. Et qui est, en mon sens, un peu dangereuse. Voilà. Donc, c'était pas mes propos. J'ai bien compris, c'était sur la haie bocagère. Nous voterons favorable, mais j'en profite pour aborder ces points-là. Merci beaucoup. Alors, il ne s'agit pas d'une compensation de l'enrobé. En effet, il peut y avoir débat sur la nature des matériaux. On aurait pu mettre un sablé au lieu de l'enrobé. On va vite pouvoir comparer, puisque sur la partie Saint-Didier qui est en train de faire, ce ne sera pas de l'enrobé, vous verrez, c'est un sablé. Et je vous parie qu'on va la refaire avant la fin du mandat. Voilà. En fait, en fonction de la topo, de l'humidité, etc. Alors voilà, c'est vrai que c'est moins perméable, c'est moins favorable pour l'environnement, l'enrobé. Je partage. Maintenant, en durée de vie, si vous regardez, on a quand même, si je prends même celle d'Arméline par exemple, où on a laissé une partie en sablé,
Je ne sais pas combien de messages on a reçus pour nous dire c'est quand que vous mettez un coup d'enrobé sur ce sablé qui l'hiver est toujours trempé, etc. Donc voilà, il y a en effet un compromis parfois. Bon, voilà. Là en fait, vu la pente, globalement vu la pente, si on n'avait pas mis de l'enrobé dans la pente, voilà, là ce serait déjà complètement creusé, ruisselé. Donc voilà, c'est un choix. Est-ce qu'il fallait faire une partie en enrobé, pas une partie en enrobé? En effet, on aurait peut-être pu. On a fait un seul matériau. On a privilégié la durabilité dans le temps et de ne pas y revenir à la perméabilité, à la protection de l'environnement sur ce sujet-là. Bon, je l'assume, mais vous verrez qu'on en reparlera, puisque là, on a fait des choix différents sur celle de Saint-Didier. Donc, on verra si la partie basse, mais je pense qu'on sera amené à la refaire dès qu'il y a un peu de trafic. Maintenant, il y a des trottinettes électriques qui empruntent, qui aussi, parfois, on peut aussi avoir des scooters, parfois, qui les prennent, malheureusement, même si c'est interdit. Donc, voilà, il y a débat. On voit sur la Bretonnière, on refait régulièrement aussi les sablés. Voilà, c'est un budget à chaque fois. Bon, l'avantage de la piste en enrobé, c'est qu'on est parti pour 15, 20, 30 ans sans y revenir. Donc voilà. Donc c'est pas une compensation, c'est pas ça l'objectif. Là, l'objectif, c'est plutôt la continuité écologique entre les vallons et un tissu bocager qui pourra être amené d'ailleurs à être consolidé encore un peu plus. L'objectif, c'est aussi de prolonger cette liaison. Aujourd'hui, elle s'arrête au niveau des touches. Mon objectif, c'est d'essayer de rejoindre la route de la Lande et de retourner et de remonter vers les petites touches. Donc voilà, elle sera amenée à être prolongée là, dans les... Je ne vais pas dire les mois parce que voilà, justement, on est un peu débordé. Mais en tout cas, voilà, c'est un dossier qui sera fait sur le mandat de prolonger cette liaison pour favoriser l'ensemble des continuités piétonnes et cyclables. Voilà, et il y avait une autre... Non, j'ai répondu. Non, juste, puisque vous parlez de la continuité, est-ce que à ce moment-là, j'imagine qu'en commission, ça sera débattu sur justement ce qui sera proposé comme support. Oui. Voilà. Non, mais ça passera en commission. Oui, j'imagine, évidemment. Tout à fait. Ça passera en commission, vous aurez le débat. Voilà. Et puis après, vous assumerez. Oui. Oui, moi je me posais la question du coup sur ce type d'initiative qui est vraiment intéressante d'un point de vue écologique. Est-ce qu'il y a la volonté de développer plus de projets Bresse-Bocage à Châteaubourg et voilà, est-ce que vous avez étudié ça? Est-ce que ça va être fait Si vous relisez bien notre projet politique, 10 km de haies dans Central Park. Je ne l'ai jamais reçu dans ma boîte aux lettres. C'est vrai? Ah bah, qui a fait le secteur? Je vais vérifier. Oui, ça fait partie d'une volonté politique. L'objectif, c'est 10 km de haies bocagères dans le projet Central Park Central et 1000 arbres plantés en plus à côté de ces 10 km de haies. Donc oui, c'est un objectif qu'on va s'atteler à tenir. Et ce ne sera peut-être pas que du Bresse-Bocage. À un moment donné, Bresse-Bocage ne pourra pas tout faire. Donc il y aura là, voilà, on saisit l'opportunité et si demain on peut aussi peut-être mobiliser un réseau de bénévoles demain, voilà, avec une formation pour qu'on puisse profiter des compétences. Voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de communes qui sont en train d'inventer voilà, d'autres façons aussi de mobiliser des réseaux de bénévoles dans la replantation d'arbres, dans le travail sur les cours des écoles. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à inventer. Je mets aux voix cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Hubert, 143. Oui, 143, et on va avoir quelques projections, j'imagine, pour bien comprendre un petit peu ce dont il s'agit. Il s'agit effectivement avant le lancement d'une enquête publique préalable et donc relative au déclassement de chemins ruraux. Effectivement, au fur et à mesure que voilà, on a quelques petits créneaux qui se libèrent, on essaie de régulariser certaines situations cadastrales, ce qui est le cas notamment pour deux endroits qui sont situés sur le territoire de Bron, la Ouisière, le lieu-dit la Ouisière. Donc on voit effectivement toute cette partie qui est en rouge, qui est du domaine communal aujourd'hui et qui aboutit, c'est un chemin effectivement qui aboutit à un étang. Voilà, on voit les photos. Merci Claire. Et donc le chemin, la voie communale qui va à Bron est en partie sur du domaine privé.
Donc, il convenait certainement de faire un peu le ménage et de clarifier la situation avec ces deux parcelles. Donc, on voit ce qui est en bleu, c'est la vente par M. Legendre à la commune, et donc ce qui est en rouge, à l'inverse, effectivement, c'est ce qui sera déclassé ultérieurement. Ça, c'est pour la première situation qui est à la Houisière. Et la deuxième, on est toujours sur le territoire de Bron, puisqu'on est à la Rouardière. Donc on va voir plus précisément. On a donc ce qui est en jaune, c'est le tracé qui est utilisé aujourd'hui, mais qui est sur du domaine privé. Et ce qui est en vert, c'était le domaine public, donc domaine de la commune, donc au préalable. Donc il convient effectivement de régulariser ces deux situations. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a des dizaines comme ça sur la commune, mais c'était l'occasion. Et pour régulariser ces situations, il convient de faire au préalable une enquête publique qui devrait avoir lieu aux alentours du mois d'octobre. Bon, un vaste chantier, les régularisations. À l'époque, on tapait dans la main et puis on faisait passer le chemin dans le champ, sans forcément régulariser tout ça au cadastre et chez le notaire. Donc il y en a en effet un certain nombre sur la commune. Donc on en découvre encore d'ailleurs au fur et à mesure. Mais ça, voilà, c'est l'histoire, c'est dans toutes les communes, mais c'est important de régulariser au fur et à mesure. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération 144 est reportée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le département dans la boucle et qu'on avait On va vérifier certains points de domanialité, effectivement. Tout à fait. Là encore, il y a quelques questions. Donc elle vous sera reproposée ultérieurement. On arrive au DIA. Ce qui est la meilleure délibération et non pas Brest-Bocage, Aude. Alors, on a quelques-unes. Alors, effectivement, la 2026-035, pardon, il s'agit d'une habitation qui se trouve 113 square du Maréchal Leclerc. On a une belle parcelle de 636 mètres carrés sur laquelle, effectivement, la commune ne préemptera pas. La 036, donc c'est une habitation également qui se trouve 18 allée des Mimosas, une parcelle de 468 mètres carrés. Voilà. Pas de préemption sur celle-ci non plus. La 2026-37, habitation donc, qui se trouve 48 rue de Paris. Alors on va y revenir parce que sur la rue de Paris, là, effectivement, on va avoir une division, donc on va avoir une autre délibération. Donc 398 mètres carrés, pas de préemption. On a la 2026-039, il s'agit d'une habitation qui se trouve 7 avenue des Platanes, une parcelle de 542 mètres carrés, donc pas de préemption non plus. Pour ce qui concerne la 040, une habitation qui se trouve 48 rue de Paris, on y revient, puisqu'on voit le découpage qui a été fait effectivement de la parcelle, une division, donc pour une densification, donc qui représente 492 mètres carrés, pas de préemption. Et la dernière DIA, il s'agit d'une habitation qui se trouve les Grandes Bonnes Maisons, effectivement, habitation, enfin en tous les cas, découpage, sur la partie là-bas. Donc une parcelle de 2873 mètres carrés sur laquelle effectivement il n'y a pas de préemption non plus. Voilà pour ce qui concernait la meilleure délibération de la soirée. Est-il des remarques, des questions? Très bien, merci beaucoup. 146 services périscolaires. Aurore. Alors moi je ne vais pas avoir la prétention d'avoir la meilleure délibération. Parce que là, clairement, il s'agit du règlement du périsco et de l'extrascolaire qu'on a dans les services, qui est à peu près toujours le même. Il y a juste quelques petites modifications et donc il faut qu'on revote ce règlement. Les modifications vont sur les modalités de paiement. Il y a une nouvelle modalité qui a été ajoutée avec le RIB de la trésorerie directement. Une modification et la mise en forme de l'annexe 2 sur les règles pour bien vivre ensemble. C'est un travail qui est mené en ce moment par les équipes périsco pour avoir des règles de vie qui seraient communes à la fois au temps périscolaire, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir, et extrascolaire au centre de loisirs, afin que les enfants aient partout les mêmes règles. Et enfin, il y a les dates qui sont ajustées puisque nouvelle année scolaire. Et enfin, il y a un paragraphe qui a été retravaillé sur la gestion des situations exceptionnelles et notamment les modalités de paiement et de facturation pour les situations comme nous avons vécu la semaine dernière sur la canicule. Le fait que dans ces cas-là, on est plus souple sur les inscriptions et que ça se fait au jour le jour et non pas à l'avance. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Oui, Mélanie.
Désolée, c'est encore moi. Du coup, notre déclaration, elle vaut pour les points 146 et 147. Donc, l'élaboration et la mise à jour de ce règlement intérieur sont des étapes nécessaires pour sécuriser le travail de nos agents et donner un cadre clair aux familles. L'adaptation de ce document aux réalités du terrain est une bonne chose et nous saluons l'intégration de la gestion de la situation exceptionnelle ou la clarification des règles de vie collective. Cependant, harmoniser le cadre de fonctionnement ne doit pas nous empêcher d'interroger le sens profond et l'accessibilité de ce service public péri- et extrascolaire. Ce moment de révision réglementaire est l'occasion idéale d'ouvrir la réflexion sur 2 leviers majeurs pour notre commune. 1, l'égalité sociale et 2, la sécurité routière. Le premier levier concerne la tarification et plus précisément la restauration scolaire. Ne pas augmenter les tarifs, c'est bien, mais tendre vers une gratuité, ça serait mieux. Alors que l'inflation continue de peser lourdement sur le budget des ménages, plusieurs collectivités de toute taille ont franchi le pas de la gratuité de la cantine pour les quotients familiaux les plus modestes, parfois soutenus par des dispositifs d'État. À Châteaubourg, quelle est la position de la municipalité sur ce sujet ? Ne pourrions-nous pas engager une réflexion ambitieuse sur une gratuité ciblée de la restauration scolaire, garantissant à chaque enfant de la commune au moins un repas équilibré par jour, indépendamment des ressources de ses parents ? Le second levier est à la fois social et logistique. Il s'agit de la garderie du matin. Nous connaissons tous les difficultés chroniques de circulation et les tensions aux abords de nos établissements, notamment la rue de Paris aux heures de pointe. Les arrivées massives sur un laps de temps très court créent des situations complexes, voire dangereuses pour la sécurité des enfants. Pour y répondre, nous proposons d'étudier la mise en place de la gratuité de la garderie du matin, comme c'était le cas auparavant. Rendre ce premier temps d'accueil gratuit permettrait de lisser et de fluidifier considérablement les arrivées des familles sur une plage horaire plus large. C'est une mesure doublement vertueuse. Elle offre une bouffée d'oxygène financière aux parents qui travaillent tôt et elle désengorge immédiatement le trafic routier et sécurise les abords des écoles aux heures critiques. Un règlement intérieur gère le quotidien. Une politique tarifaire audacieuse, elle dessine la ville de demain. Nous souhaiterions savoir si la majorité est prête à explorer ces pistes concrètes pour faire de nos services périscolaires de véritables outils d'équité et une fluidité urbaine. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de répondre aussi à quelques remarques. Donc, on avait fait l'expérimentation de la gratuité. Il n'y a pas eu d'impact sur la circulation. Donc, pas d'effet. Voilà, expérimentation qui n'a pas fonctionné. Donc, on a testé. Je rappelle qu'on a, pour la première tranche, la restauration à 1 €. Voilà, c'est pas neutre, hein, c'est 1 €. C'est quand même un effort intéressant. Et pour la garderie, le matin, c'est également 1 €. Donc, rien n'est gratuit. Moi, je trouve que, en termes de pédagogie, c'est important aussi de faire prendre conscience que tout a un coût. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il faut permettre à tout le monde de pouvoir accéder à ces services. Donc, c'est le sens des 1 € qui est quand même un tarif accessible. Et si jamais il y a une famille en grande difficulté, ce qui peut arriver, elle peut solliciter l'aide du CCAS pour avoir une aide ponctuelle pour financer ou aider à financer la restauration ou la garderie. Donc voilà, je préfère, en tout cas c'est ma position personnelle, hein, si les élus de la majorité un jour veulent ouvrir le sujet, ils l'ouvriront. Mais c'est vrai que moi je ne suis pas forcément favorable à la gratuité, parce que je trouve que c'est bien de prendre conscience. Déjà c'est un acte, j'inscris, et donc quand je paye 1 €, souvent je respecte mon inscription, alors que quand c'est gratuit, parfois, on ne respecte pas toujours l'inscription qui est faite. Donc là, ça nous permet aussi de planifier les quantités en matière de commandes d'alimentation et éviter les annulations de dernière minute quand c'est gratuit. Donc voilà, moi, ma position personnelle, mais on en débattra avec la majorité, c'est de ne pas aller vers la gratuité, mais par contre, en effet, de rester avec une première tranche qui soit très accessible à 1 € et de plutôt accompagner avec le CCAS des familles en difficulté. Voilà aujourd'hui la position que je défends et je respecte tout à fait que certaines collectivités veulent mettre tout gratuit. Voilà, c'est des conceptions politiques. Si ce n'est pas le tarif qui paye, c'est l'impôt. Voilà, c'est un débat entre le service, est-ce qu'on fait payer le service ou est-ce qu'on augmente les impôts, puisque rien n'est gratuit. Y a-t-il d'autres questions ? Oui.
Oui, du coup, je veux bien vous répondre. Oui, Alors, j'entends votre positionnement. Est-ce qu'il serait possible, parce que alors j'ai plus en tête le nombre de personnes qui bénéficient du 1 euro, mais c'est vraiment très très modeste. On en avait parlé au conseil d'école. Ça représente très peu de familles à Châteaubourg. Est-ce qu'il serait pas possible de réfléchir dans ces cas-là à une multiplication des échelons, en fait, parce qu'aujourd'hui il y a 5 échelons. La majorité des personnes sont au échelon 4 ou échelon 5. C'est ce qui représente la plus grande proportion. Donc entre 4,50 € et 5,50 €, je crois, les repas, et l'extrascolaire, on doit être à 11 ou 13 € la journée, je ne sais plus exactement. Bref, est-ce qu'il serait possible dans ces cas de revoir les échelons et de revoir le quotient familial associé pour avoir une proportionnalité plus intéressante et plus favorable aux familles? on s'est calé sur les coefficients CAF, donc voilà, pour l'instant, c'est pas prévu, mais voilà, vous pourrez en débattre en commission si vous le souhaitez. Voilà, on a essayé, en effet, de graduer, hein, mais comme je le répète, hein, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des recettes quelque part dans une collectivité. Donc, ce sera forcément soit accompagné d'une baisse des dépenses ailleurs, soit d'une augmentation des impôts. Donc, là, c'est un débat entre qui paye quoi. Bon, moi, je trouve que c'est toujours intéressant quand même de prendre conscience d'un service, sachant que le coût de 5 €, si je prends le tarif cantine, ne couvre pas l'ensemble des coûts, hein. Voilà, il y a déjà un effort de la collectivité qui garde quand même une partie importante des coûts. Donc voilà, un repas complet de qualité, parce que je pense que dans nos écoles publiques, pour comparer avec l'école privée de mon fils, je peux vous dire que les repas sont de bien meilleure qualité dans notre régie publique, puisque nous faisons les repas dans notre cantine par rapport à des prestataires privés qui sont dans les écoles privées. Il y a une vraie différence de qualité et un prix qui est relativement accessible. Voilà, un repas complet pour 4-5 €. Bon, je trouve ça abordable vu la qualité, hein. Je répète qu'on a 70% de Egalim, hein, dans nos écoles publiques, hein. On est bien au-dessus aussi. Donc à un moment donné, la qualité, elle a un coût. Voilà. Mais vous pourrez en débattre en commission si vous le souhaitez. Y a-t-il d'autres questions, interventions? Donc je mets au vote la délibération 146. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 147. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. C'est adopté. Délibération 148. Donc j'excuse Lucie qui a eu un problème de dernière minute et je vais donc porter cette délibération sur l'association Grimda et Castel Mélodie. Alors j'ai pas suivi tous les débats en commission, mais là il vous est proposé donc une subvention similaire, je crois, aux subventions des années précédentes de 1 500 € pour le Grimda et une subvention de 400 € pour Castel Mélodie. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 149. Alain. C'est sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Il nous demande un avis. Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la communauté, d'agglomération et de vitré communauté, enfin bon, je vais aller directement. Considérant le courrier adressé par les pilotes du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, le 3 mars 2026, faisant part de la nécessité de relancer une procédure de consultation dans le cadre de la révision du SDHGV pour des considérations de sécurité juridique. Alors, je ne sais pas si je dois tout lire. Non. Bon, en fait, il nous demande de donner un avis seulement, si pour ou contre, pour modifier l'aire d'accueil des gens du voyage de Châteaubourg, pour des gens qui, maintenant, sont résidents à Châteaubourg. Ça ne bouge plus. Ils se sont sédentarisés à Châteaubourg. Donc, ça inclurait des modifications de l'aire d'accueil. Non, alors, en effet, hein, donc, on régularise une situation existante, hein, on va dire. On a en effet une sédentarisation de la famille, on va dire, hein, de la famille au sens large, hein, puisque c'est, voilà, on a une famille qui monopolise le terrain qu'on n'arrive
pas à faire partir, hein, tout simplement. On n'arrive plus à fermer d'ailleurs ce terrain, puisque avant on le fermait régulièrement, mais là on n'y arrive plus. Donc on est dans une situation de sédentarisation que le schéma a proposé d'officialiser. Donc, ce qui veut dire qu'on sortira un petit peu de ce statut de terrain de passage pour être sur un terrain de sédentarisation des gens du voyage de Châteaubourg, hein. Je rappelle que les enfants sont scolarisés dans nos écoles, qu'il y a un accompagnement social, même s'il n'est pas toujours simple, mais qui existe et qui se fait, qui est salué, hein, d'ailleurs au niveau du département. Hein. On est plutôt les bons élèves à ce niveau-là. Maintenant, ça nécessitera donc à Vitré de recréer une aire de passage à proximité du terrain des gens du voyage existant, parce qu'on doit aussi pouvoir accueillir des gens du voyage qui sont de passage, en sachant qu'il y a aussi pas très loin à Noyal-sur-Vilaine une aire d'accueil des gens du voyage de grand passage. Donc voilà, on va dire que sur ce secteur-là, c'est un peu l'arrêté du schéma. Donc c'est un grand schéma, un départemental. C'est compliqué, hein, c'est jamais simple. Voilà, on est sur un public qui n'est pas simple à accompagner non plus. Parfois, vous avez beau mettre des règles, elles ne sont pas toujours respectées. C'est souvent un sujet d'astreinte pour les élus le week-end. Voilà, c'est le terrain des gens du voyage et les agents la semaine. Mais bon, voilà, là, l'idée, c'est de régulariser des situations sur le territoire et de valider ce schéma départemental qui nous est un peu imposé quand même. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des grandes règles qui sont travaillées avec THGV 35 notamment et avec les élus du département. Y a-t-il des questions, des remarques? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 150. Alain. Modalité de mise à disposition d'un bureau de permanence pour le centre de soins et d'accompagnement de la prévention des addictologies de Vitré. Dans le cadre des activités de centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Vitré, a sollicité à la commune afin d'obtenir la mise à disposition de locaux adaptés favorisant la mise en place d'une permanence de proximité et d'aller davantage à la rencontre du public identifié qui sollicite leurs services. Cette permanence s'intitule « Consultation avancée jeunes consommateurs » et a vocation à capter un public âgé de 13 à 25 ans, désireux d'être accompagnés sur leur comportement addictif, jeux vidéo, jeux de hasard, alcool, drogue. Les jours et les fréquences des rendez-vous ne sont pas clairement identifiés puisqu'il s'agit de s'adapter au maximum à la disponibilité des personnes désireuses d'entrer dans le parcours de soins. Il est donc convenu qu'un bureau mutualisé soit mis à disposition sous condition d'une réservation préalable auprès de l'accueil de la Maison pour tous. La présence de ce nouveau partenaire est une opportunité d'étoffer l'offre des services jeunesse sur le territoire face à des problématiques qui requièrent de véritables compétences. En contrepartie de cette mise à disposition d'un bureau de permanence, il est proposé une modalité gracieuse pour favoriser un nouvel accompagnement auprès du public jeune, ce qui relève d'un intérêt public local. Y a-t-il des questions? Une belle opportunité avec, en effet, de plus en plus de sujets d'addiction. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et dernière délibération, Frédéric Savoie. Ah, c'est bon. Merci. Donc, il est question ici d'une signature entre la ville de Châteaubourg et le centre de gestion, le CDG 35, pour donc une signature sur les missions facultatives du CDG, auxquelles la mairie de Châteaubourg aurait accès. Donc, en signant cette convention, la ville de Châteaubourg bénéficierait de l'ensemble des missions qui sont mises en place par le CDG. Ça permet d'avoir l'expertise sur les questions RH et sur notamment la santé. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'utilisation des missions facultatives du CDG 35 et de l'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
convention que nous avions déjà sur le précédent mandat, et donc on propose de resigner sur ce mandat, le CDG apportant en effet une offre de service aux collectivités, que ce soit sur les remplacements, sur le conseil. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec cet ordre du jour du dernier conseil municipal. Y a-t-il parmi les élus des prises de parole souhaitées? Oui, monsieur Kivigéa. Oui, monsieur le maire. Donc, lors du dernier conseil municipal, un de nos concitoyens, et à raison, nous a interpellés sur une problématique de sécurisation concernant des arbres, effectivement, qui posaient souci sur le territoire de notre commune. Et nous avons entendu aussi votre réponse. Et effectivement, les choses ont été réalisées dans la semaine. Les choses n'ont pas tardé, effectivement. Il n'empêche qu'il semble que, au moins peut-être un arbre, peut-être, pouvait accueillir une espèce protégée. Je dis bien peut-être. La question ne porte pas sur oui ou non, est-ce que il y avait ou pas un grand capricorne. La question, c'est, en s'appuyant sur nos services qui sont compétents, sur la commune, de la même manière qu'il existe un répertoire sur les arbres remarquables, ça existe, est-ce qu'il serait envisageable d'envisager, excusez-moi, est-ce qu'il serait envisageable donc d'avoir également un répertoire sur finalement ces arbres qui peuvent accueillir ou qui accueilleraient donc des espèces protégées. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Si vous avez une réponse à nous apporter, merci. Je n'ai pas forcément de réponse. Un débat peut être ouvert sur est-ce qu'il faut identifier les arbres qui pourraient accueillir des grands capricornes ou pas. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas d'avis particulier. Là, il y avait une question de sécurité. Donc c'était la question de sécurité qui a primé. Après vérification, le devis avait été signé il y a déjà quelques mois, donc il y a eu un loupé administratif dans l'exécution de l'abattage de ces arbres. Voilà, donc ça a été recadré et donc c'est intervenu rapidement parce qu'en effet tout était signé et les devis étaient signés, les entreprises sélectionnées, donc il suffisait juste de les mobiliser pour permettre la régularisation des arbres qui avaient été repérés et signalés déjà notamment par monsieur Jacquet. Donc voilà, le point a été fait dans les services pour que ça ne se reproduise plus. Vous avez dû remarquer aussi qu'on a balisé avec des filets orange un certain nombre d'arbres en attente, voilà, d'études, etc., mais qui présentent quelques risques, donc pour pas que les personnes viennent dessous, et donc qui font un travail de réflexion de nos services sur ces arbres. Voilà. On a la chance, en effet, dans nos équipes, d'avoir quelques personnes, je dirais, compétentes sur ces sujets-là. Donc, je laisse Aude voir avec eux et avec la commission comment avancer et comment ils puissent venir aussi vous présenter un peu leur vision des choses et comment ils souhaitent gérer. Maintenant, c'est toujours bien hein, ce type de démarche, hein, mais ça nécessite du temps agent. Donc, à un moment donné, un volume d'heures. Ce volume d'heures, je ne l'ai pas aujourd'hui, voilà, puisque, comme je vous le disais, on a des difficultés de recrutement sur ces métiers très techniques. On est concurrencé par le privé notamment. Donc voilà, il y a plein de choses super bien, mais à un moment donné, c'est du temps humain. Et donc là, en ce moment, en effet, on fait des arbitrages de temps humain en fonction de notre capacité à faire les choses. En ce moment, les équipes sont pleinement mobilisées sur les événements. On est tous très heureux qu'il y ait plein d'événements à Châteaubourg, voilà, mais ça nécessite un volume d'heures dans un contexte de canicule qui n'est pas simple, donc des adaptations d'horaires. On a aussi une problématique de dépôt sauvage qui commence sérieusement à m'irriter, mais ça c'est du temps agent aussi, hein, quand il faut nettoyer, ramasser, c'est du temps agent. Donc voilà, là c'est vraiment, on peut faire plein de choses, on a plein d'idées aussi, mais là je suis confronté à un problème de ressources humaines, donc voilà, on verra en effet dans les mois et années qui viennent. Concernant effectivement la question et la demande effectivement sur le répertoire, j'entends votre réponse. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de pouvoir, dans ce cas-là, si j'entends effectivement la charge inhérente donc au personnel, et ça, tout à fait, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas
opportunité justement de pouvoir solliciter des associations dont ça peut être aussi une valeur ajoutée, de nous répertorier justement les arbres qui pourraient qui pourraient héberger des espèces menacées. Donc voilà, c'était le sens. Et puis par ailleurs, vous évoquiez le fait qu'il y avait des filets autour des arbres pour assurer la sécurité, et c'est très bien. Souvent, certains de nos concitoyens ne savent pas pour quelles raisons. On nous parle de chenilles processionnaires. Donc voilà. Et en fait, est-ce qu'il serait opportun, c'est une question, de pouvoir faire une petite signalétique pour savoir précisément la raison pour laquelle il y a une sécurisation? C'est juste une question. Voilà. Aussi, mais là aussi, c'est du temps à chaque fois, etc. Bon, là, pour l'instant, ça a été fait rapidement dans l'urgence. Mais bon, voilà. S'il y a un danger, c'est signalé. Maintenant, si on doit expliquer à chaque fois la nature du danger, etc., bon, c'est aussi là du temps agent, communication, etc. Bon, on peut toujours faire mieux. Pour l'instant, on en rediscutera. Là, on est plutôt dans pallier l'urgence. Faire appel, les associations, si elles veulent faire un recensement, elles peuvent le faire. Mais voilà, moi aujourd'hui, je ne peux pas accompagner ces associations. Il y a des associations, par exemple, qui référencent les nids d'hirondelles. C'est très bien. Enfin, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un recensement des nids d'hirondelles. Il y a des associations qui installent des capteurs de comptage de la circulation. Je trouve ça très bien et très utile. Donc, s'il y a des associations qui veulent en effet faire un recensement d'arbres, elles peuvent le faire. Nous lirons attentivement le travail qu'elles font. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la capacité humaine, au vu de la charge de travail de mon directeur des services techniques et l'absence d'un responsable bâtiment, de pouvoir ouvrir ce chantier-là maintenant. Je ne dis pas que dans 2 ans ou dans 1 an, on ne pourra pas l'ouvrir, mais là, c'est vraiment un manque de ressources humaines à l'instant T. Mais si des associations veulent travailler le sujet avec des élus, et s'il y a des élus qui sont intéressés, pourquoi pas, mais voilà, ça se fera pour l'instant hors cadre administratif. Oui, Cyril. Voilà. On va prendre l'habitude. Je voulais juste partager des préconisations par rapport à la circulation routière un peu difficile actuellement, liée aux travaux qui sont à l'entrée de la ville, sur le pont, au-dessus de la voie ferrée, en face de la station. Pour avoir été dans la circulation ce midi, j'avais beaucoup d'incivilités liées à des demi-tours faits au milieu de la route, des ronds-points. Donc, c'était une préconisation plus sur le fait de est-ce qu'on pourrait orienter bien en amont les usagers de pouvoir dévier par des axes tels que Saint-Didier, ou voire même côté sud de la gare, plutôt que d'emprunter la patte d'oie où on arrive directement sur le feu tricolore qui pose problème en termes d'insertion, plutôt de réorienter de l'autre côté par le haut en fait de Châteaubourg. En tout cas, d'avoir des indications pour aider les usagers à s'orienter et à indiquer que le flux est perturbé sur des horaires difficiles de circulation, pour éviter d'avoir ces demi-tours qui soient faits vraiment au milieu des ronds-points, notamment de rue de Paris, où j'ai vu, et ça crée des vraies incivilités entre les usagers, j'ai remarqué ce matin, et des tensions, enfin ce midi, et des tensions assez fortes parfois. Oui, non, il y a des axes qui vont être proposés. C'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment comment se passent les flux, etc. Mais en effet, beaucoup d'incivilités. Hier soir, il y a même des voitures qui forçaient les barrages, donc des personnes en situation de travail sur un chantier qui ont failli tout simplement être percutées par une voiture qui n'a pas respecté le fait que la route était fermée. Donc voilà, c'est compliqué. Il reste une grosse semaine, la fin de la semaine. Ils travaillent de nuit, donc on essaye. On le savait, on savait que ça allait être compliqué, que ça va durer quelques jours, c'est pour du mieux après. Donc il faut en effet que tout le monde prenne son mal en patience, fasse le tour par Saint-Didier quand c'est nécessaire, fasse le tour par Cervon quand c'est nécessaire. Oui, ça rallonge de 10 minutes son temps de trajet, mais voilà, c'est encore quelques jours et ça ira bien mieux après. Oui, monsieur Kivigère. Oui, alors, merci Cyril. C'est vrai que c'est un sujet. D'autant plus que sur Cervon, il y a aussi des travaux. Donc Cervon a signé également, parce qu'à un moment donné, donc c'est la route que moi j'ai pris
pour aller au boulot, tout simplement, parce que je vais sur Rennes. Donc, en fait, à un moment donné, je ne prends même plus la 2 fois 2 voies, mais en fait, je passe par Servon. Servon qui avait commencé déjà des travaux. Et donc là, on ne peut pas récupérer la 2 fois 2 voies. Et puis également sur Assigné, qui aussi s'est engagé dans les... Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes accordé entre maires. Je ne sais pas, j'en sais rien. Vous êtes passé les coups de fil, mais voilà. Non, mais c'était une boutade, mais voilà. Ouais. Non, mais en fait, on attend tous la fin de l'école pour faire les travaux les plus pénibles et les plus impactants en termes de circulation. Et donc, en effet, en ce moment, vous allez dans plein de communes, il y a 15 jours, 3 semaines où ça enquille les travaux un peu pénibles à faire dans les centres-villes. Bon, voilà, ça va aller vite. Et après, on n'aura même plus besoin de voiture puisqu'on pourra tout faire en vélo. Aude. Juste pour clôturer peut-être, il va y avoir un autre moment compliqué sur cette phase de travaux, c'est l'enjambement de la voie ferrée. Vous avez remarqué que le pont actuel n'est pas très large. L'idée, c'est d'y accoler une piste cyclable. Donc évidemment, les travaux vont être faits de nuit. Pourquoi de nuit? Parce qu'il faut couper le caténaire, merci. Le caténaire, pendant un temps donné, le temps où les trains ne passent pas. Donc ils doivent passer à toute beurzingue. Donc ça va se faire de nuit. C'est aussi compliqué. On essaye de faire au mieux, vraiment. On essaye de faire au mieux. Très bien. Y a-t-il d'autres questions parmi les élus? Je termine avec les élus. Très bien. Alors, je vois Anne Steyer et après, je vous passe la parole, Monsieur Daniel. Et allez-y. Alors, on est désolé, mais le micro portatif, en effet, est HS, vient de nous lâcher. Donc, vous allez devoir utiliser ce micro. Ça va être très court. C'est juste quand vous dites la fin des travaux, c'est bientôt fini. À quelle date? À 1 ou 2 jours près? La fin de semaine, voilà, le gros sera fait sur la fin de semaine. Et il restera la partie garde-corps sur la fin juillet, sur le pont SNCF. Voilà. Donc là, juillet. la circulation sera rétablie, sera fluide de nouveau à partir du 13 juillet environ? Dans un premier temps, là, ça va être... oui, il va y avoir quelques jours de fluidité et puis il va y avoir quelques travaux de nuit fin juillet. D'accord. Voilà, fin juillet. pour la partie pont. Pour la partie pont. Tout à fait. Là, on Très va bien. dire que fin de semaine, globalement, toute la partie route hors pont sera faite. Et donc, il nous restera à intervenir de nuit sur la partie pont fin juillet. Voilà. C'est en cours de calage parce que forcément, la canicule, voilà, il y a plein d'éléments qui perturbent un peu le calendrier. Mais voilà, on va dire que fin juillet, tout sera terminé. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonnes vacances à toutes et tous et bonne soirée.